Laisse-moi deviner, t'as choisi DaVinci Resolve comme logiciel de montage parce que tu t'es rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant sur plein d'aspects différents. C'est gratuit, très complet et optimisé. Et t'as même voulu aller plus loin en apprenant le motion design. Problème, t'as ouvert Fusion et là, catastrophe. Des nœuds de partout. T'as essayé de comprendre mais ça t'a paru tellement compliqué et flou que t'as fini par laisser tomber. Je peux comprendre. Néanmoins, ne pas maîtriser le motion design en tant que monteur vidéo, ça te ferme énormément d'opportunités. Et tu le sais très bien, t'as déjà toujours refusé des projets à cause de ça. T'as pas non plus pu augmenter tes tarifs. Donc aujourd'hui tu stagnes et ça fait très probablement quelques mois maintenant que tu repousses l'apprentissage de Fusion. Comme je te l'ai dit, je te comprends, faut le dire, c'est dur d'apprendre Fusion seul. Moi, ça fait 1 an et demi que je décortique le logiciel et j'ai galéré, hein. Mais j'ai fini par comprendre un truc. Fusion, c'est pas compliqué, c'est juste que personne nous explique comment s'en servir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, un guide complet qui va vraiment te donner une vision claire et globale sur Fusion. On va voir ensemble comment Fusion s'intègre à DaVinci Resolve, on va voir comment utiliser l'interface et surtout, comment utiliser les nœuds sans se perdre. On va se concentrer sur toute la partie 2D aujourd'hui. Je laisse la 3D pour une prochaine vidéo. Et écoutez, commençons. Comment est-ce que Fusion s'intègre à DaVinci Resolve? Si vous êtes familier avec la suite Adobe, vous savez que pour lier After Effects à Premiere Pro, on va utiliser le Dynamic Link. Tout ce que vous allez faire sur After Effects va se répertorier sur Premiere Pro grâce en fait au Dynamic Link qui fait la connexion entre les deux logiciels. Sur DaVinci, on va avoir un équivalent qui s'appelle le Media Out. Donc déjà, on le voit quand on est dans DaVinci Resolve, on va avoir tous nos onglets disponibles ici. Et en fait, si vous voulez switcher d'une page à l'autre, vous avez juste à cliquer sur l'icône correspondant. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez vraiment aller dans Fusion et faire des animations, on va devoir utiliser une composition Fusion. Pour ça, pas compliqué, on va se rendre dans les effets et vous allez juste taper Fusion Composition ou Composition Fusion si vous êtes en anglais, et au niveau de la loupe vous pouvez mettre All Folder, comme ça sera plus simple pour le retrouver, et ensuite vous allez attraper votre composition Fusion. Ensuite je vais aller ouvrir Fusion et là on le voit, par défaut j'ai seulement mon Media Out. Pour comprendre en fait l'importance et le rôle de ce nœud, je vais aller dans mon viewer ici, dans la page Edit. Là on le voit, j'ai un écran noir. Maintenant imaginons que je suis sur Fusion, que j'ai fait mes petites animations, etc. Je vais prendre par exemple un background et je vais le mettre en rouge. Ensuite je vais le mettre dans mon viewer, donc pour ça je prends le nœud et je le drag and drop. Et là on le voit, j'ai bel et bien un background rouge dans mon viewer. Par contre si je vais dans la page edit, il se passe rien. Tout simplement parce que là les deux logiciels entre guillemets sont indépendants, ils sont pas liés. Donc tout ce que vous allez faire dans la page Fusion va rester dans Fusion. Donc pour lier la page edit et Fusion ensemble, on doit toujours connecter le dernier nœud de notre composition au Media Out. C'est pour ça que je dis que c'est comme le Dynamic Link. Là c'est lié. Si je retourne dans la page Edit, on le voit, j'ai bien ce que j'avais dans Fusion, mais cette fois-ci dans la page Edit. Donc comprenez l'importance du Media Out. Sans lui, il n'y a pas d'animation. Sans lui, on ne voit pas ce qu'on fait. Sans lui, il n'y a pas de connexion. C'est vraiment comme le Dynamic Link sur After Effects. C'est super important. Maintenant qu'on sait ça, on va vraiment pouvoir se plonger dans l'interface. Et donc voilà, par défaut, quand on ouvre notre composition Fusion, on se retrouve avec cette interface-là. Alors, il faut savoir que cette interface-là, il a été pensé pour construire de façon horizontale et donc empiler vos nœuds de gauche à droite. Moi, personnellement, je suis absolument pas fan parce que déjà, je trouve que l'espace est très mal optimisé. Et en plus, voilà, pour comprendre la logique des priorités, etc. Je trouve que c'est pas le plus intuitif. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien changer ma configuration pour construire en vertical. Et vous le verrez de toute façon à chaque fois que je fais des breakdowns sur YouTube, mes animations je les construis en vertical. Pour ça on va aller dans Workspace, on va aller dans Layout Preset, Fusion Preset et moi je me mets en Mid-Flow vertical. Et là déjà c'est beaucoup mieux, on récupère beaucoup plus d'espace. Là on a tout l'espace de libre pour mettre nos nœuds et surtout on va pouvoir créer du coup en vertical, donc de haut en bas. Et donc on le verra après, mais pour assimiler le principe de priorité, je trouve que c'est beaucoup mieux. Pour en revenir à Fusion, ici, très classique, on va avoir notre Media Out. Alors là, c'est exactement pareil que dans la page Edit. C'est ici que vous allez drag and drop, en fait, tous vos fichiers, vos vidéos, vos images, tous vos médias, vous allez les mettre ici. C'est comme dans la page Edit, ça change pas. Ensuite, pareil, vous allez avoir les effets. Donc, sans surprise, vous allez retrouver tous vos effets à l'intérieur. Ensuite, clip, on s'en fiche un petit peu. Par contre, là où nous, ça va nous intéresser, c'est le node. Alors, le node,
il permet d'activer, de désactiver les nœuds. Vu que nous on travaille sur Fusion avec des nœuds, on a toujours besoin des nœuds sur Fusion, donc vous n'êtes pas amené à désactiver ce panel. Là on le voit, j'ai plus qu'accès qu'à mes viewers et en fait je peux rien faire. Donc on veut pas ça. Faites attention parce que des fois il se peut en fait que vous décochiez cette option sans faire exprès, du coup vous avez vos nœuds qui disparaissent et vous comprenez pas pourquoi. C'est pas un bug, c'est juste que voilà, vous avez décoché les nodes alors que c'est pas ce qu'on veut. Vous le voulez toujours activer. Ensuite, on va avoir notre barre d'outils. Donc là, on le voit, on va avoir plusieurs nœuds qui ont été mis par DaVinci Resolve et ils sont classés par catégorie. On le voit, ils sont séparés ici par des petits dividers. Ici, on va avoir des textes, des backgrounds. Là, on va avoir quelques effets. Là, on va avoir des masques. Et ici, on va avoir des nœuds 3D, notamment des caméras 3D, des image planes, etc. Il faut savoir que sur Fusion, il y a à peu près 300 nœuds de façon native. Donc évidemment, ils n'allaient pas mettre 300 nœuds sur votre barre d'outils. On va dire qu'ils ont mis les essentiels, ceux auxquels vous êtes amené à utiliser le plus souvent, mais il se peut que vous ayez envie d'utiliser un nœud en particulier qui ne se trouve pas dans cette barre d'outils là, et pour ça c'est pas un souci, on peut accéder à cette large barre d'outils. Pour ça vous allez juste faire Shift espace et ça va nous ouvrir une deuxième barre d'outils, et dans celle-là justement vous allez retrouver les 300 nœuds de Fusion. Et donc pour vous en servir, vous tapez juste ensuite le nom du nœud en question, par exemple, je sais pas, ça peut être un transform, vous faites OK, entrée, et voilà, là ça vous a importé un nœud. Ici on va avoir notre viewer. Vous pouvez activer les deux viewers en même temps si vous le voulez. Vous avez juste à cliquer sur ce petit icône ici et là du coup vous aurez un viewer à gauche, un viewer à droite. Pour se servir des viewers, je vais prendre un background pour vous montrer et je vais venir appuyer sur 2. Et pour ça il faut bien que mon nœud il soit sélectionné en rouge. Si j'appuie sur 2, ça va venir activer le viewer de droite et donc je vais pouvoir visualiser mon background. On le sait parce que le petit cercle blanc a été activé, donc ça montre que le viewer de droite est activé. Et du coup si je veux activer le viewer de gauche, j'ai juste à appuyer sur 1 et là on le voit, le cercle à gauche il est aussi devenu blanc, donc ça montre bien que mon viewer de gauche il a été activé. Ça c'est une première façon d'utiliser les viewers. Maintenant vous pouvez aussi, par exemple je vais prendre un texte, prendre votre nœud et le drag and drop directement dans le viewer et ça va venir l'activer. Pareil, si je prends le texte et que je le mets à gauche, ça va aussi activer le viewer de gauche. Ici, on va avoir du coup l'équivalent de la timeline. Le petit trait rouge, c'est l'équivalent de la tête de lecture. Si j'appuie sur espace, ça me permet de lire mon animation. Et ensuite, c'est juste représenté en unité de frame. Donc 0, c'est 0 frame, 40, c'est 40 frames, 100, c'est 100 frames, etc. C'est pas des secondes, c'est vraiment représenté par frame. Ensuite, très important, ici en fait on va avoir notre inspecteur. Alors ça, pareil, vous le voulez toujours d'activer. Cet inspecteur là, en fait c'est pas compliqué, il va vous permettre d'accéder aux paramètres de vos nœuds. Par exemple, si je suis dans template, donc le nœud texte, on le voit, je vais avoir tous mes paramètres, la couleur, la taille, le tracking, etc. que je vais pouvoir modifier via l'inspecteur. Et si je veux faire mes animations, j'ai juste à cliquer sur ces petits icônes là, ces petits losanges en fait sont mes points clés. Et donc c'est grâce à ça que je vais pouvoir créer mes animations à partir de ces petits losanges. Donc pareil, vous l'utilisez constamment, donc vous le voulez toujours ouvert. Sans l'inspecteur, tu peux rien faire. Ensuite, ici, on va avoir le spline. Donc ça, c'est juste l'équivalent du graph editor sur After Effects. C'est là où vous allez pouvoir modifier vos courbes de vitesse. Donc quand vous mettez des points clés, par exemple, je vais venir mettre des points clés sur le centre XY au niveau de mon texte, comme ça. Je viens cliquer sur cette icône-là pour bien zoomer mes points clés. Et là, du coup, on le voit, j'ai ma courbe de vitesse qui vient d'être créée, qui est apparue. C'est ça, en fait, mon spline. Petit raccourci clavier à connaître. Vous allez faire CTRL A ou vous allez glisser votre molette pour sélectionner tous vos points clés. Vous appuyez sur S, ça va permettre de smooth vos courbes parce que les courbes linéaires, voilà. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur T et ça va vous ouvrir un panel de ease in et de ease out. Et ça, pareil, ça va vous permettre de gérer un petit peu mieux vos animations. Maintenant, petit tip, c'est vrai que voilà, je vous ai donné le raccourci d'appuyer sur S, etc. pour smooth vos courbes, mais le faire à chaque fois, mine de rien, ça fait perdre du temps et c'est un peu fatigant. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir smooth automatiquement nos courbes. Et donc pour ça, on va aller dans Fusion. Vous allez ensuite aller dans Fusion Setting, vous cherchez Spline tout court et ensuite vous allez cocher à peu près tout ici, voilà. Vous faites enregistrer et du coup pour les prochaines fois votre spline il sera automatiquement en S et donc il sera smooth à votre place. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
comment utiliser les nœuds sur Fusion. On va commencer avec les ordres de priorité et c'est justement là que vous allez comprendre en fait l'intérêt de construire en vertical. En fait, il faut savoir que c'est pas compliqué. L'élément le plus en bas, il va avoir la priorité sur le reste et donc il va apparaître au premier plan. Pour bien comprendre, je vais prendre un background et je vais le connecter à mon media out parce qu'on l'a vu, c'est très important. Et ensuite, je m'assure bien que le background il soit rouge en fait et je vais venir cliquer sur ma barre d'outils pour rajouter un background. Cette fois-ci, lui, je vais le mettre en rouge un peu plus foncé et ensuite, je clique sur la merge pour qu'elle soit rouge et je vais remettre un background et cette fois-ci, je vais le mettre en rouge clair. Et donc là, en fait, vous commencez à comprendre. Je vais avoir mon premier background en noir, le second en rouge foncé et le troisième en rouge clair. Donc on va avoir couche 1, couche 2, couche 3. Et en fait, c'est ça. L'élément ici, le plus en bas, a la priorité sur tout le reste. Et si vous préférez la méthode classique, donc de construire de gauche à droite, bah ça va juste donner ça en fait. L'élément le plus à droite aura la priorité sur tout le reste. Donc du coup, on aura le background noir en 1. Ensuite, au second plan, on aura le background plus foncé et ensuite le background le plus clair. Voilà les ordres de priorité. Pourquoi? Tout simplement grâce à la couleur des flèches. Retenez que le jaune c'est pour l'arrière-plan et le vert c'est pour l'avant-plan. Là on le voit, mon background noir il a la flèche jaune, mon background rouge il a la flèche verte, donc il apparaît par-dessus le background noir. Et là c'est exactement la même chose. Je vais avoir la flèche jaune et ensuite la flèche verte. Ensuite, quand on va travailler sur Fusion, il faut garder en tête une chose, c'est qu'il existe 4 grands types de nœuds. Chaque type va avoir un rôle en particulier et donc en fait on s'en sert pas de la même façon en fonction de nos besoins. Pour commencer, on va avoir les effets. Donc les effets c'est pas compliqué, ils vont styliser l'élément auquel il est rattaché, il va changer l'apparence. Par exemple, si je prends un texte ici, je le mets dans mon viewer et qu'à la suite je lui connecte un blur juste ici, là on le voit, si je mets du blur dans mon inspecteur, ça a flouté le texte. Pareil avec un glow, donc pour ça je fais Shift espace et je vais taper glow. On le voit, mon texte il est devenu brillant. Ou alors par exemple avec un transform, ça c'est aussi un nœud qu'on utilise beaucoup quand on fait du motion design. On va pouvoir jouer sur la taille, l'aspect, l'angle, etc. Bref, tout ça ce sont des effets. Évidemment la liste est non exhaustive, il y en a beaucoup plus que ça, mais vous avez une idée. Ensuite on va avoir les masques. Donc comme leur nom l'indique, ils vont masquer quelque chose. Et là la liste est non exhaustive une fois de plus. Mais donc ce qu'on retrouve le plus et que j'utilise moi personnellement très souvent pour faire du motion design, ça va être les rectangles, les ellipses et les polygones. Pour voir comment ça marche, je vais prendre un solide, donc un background, et je vais par exemple le connecter à mon ellipse si j'ai envie de créer une forme ronde. Donc pour ça, je prends le petit carré, je le connecte avec la flèche bleue, parce que la flèche bleue, c'est la couleur pour les masques. Tout simplement, tout ce qui est bleu, c'est des masques. Et là, du coup, on le voit, mon background, il s'affiche plus sur tout l'écran, mais bien sûr seulement la partie du masque. Mon background a été masqué par l'ellipse. Et là, c'est pareil, si je prends un rectangle, j'écris un rectangle, ou alors un polygone, là, je peux juste lui donner la forme que je veux, faire un truc un peu bizarre comme ça. Je peux l'inverser, peu importe, mais donc voilà, vous avez compris le principe des masques. Ensuite, on va avoir les générateurs slash blocs de couleurs. Donc ces nœuds-là, en fait, ils vont juste afficher quelque chose à l'écran, du texte, de la couleur, une image, une vidéo. Tous ces médias, en fait, ce sont des générateurs slash blocs de couleurs. Donc comme on le voit, par exemple, si je prends un solide, ça affiche de la couleur. Si je prends un texte, ça affiche du texte. Si je viens et que j'importe une image, un media in, et voilà, j'ai une image. Donc tout ça, ce sont des générateurs slash blocs de couleurs. Et enfin, on va avoir la merge. Elle permet en fait de lier deux blocs de couleurs slash générateurs entre eux et elle va dicter les ordres de priorité. Donc pour ça, je viens prendre une merge qui est juste ici. Et là, en fait, on le voit, il y a bien la couleur des flèches qui revient, le jaune et le vert. On se rappelle, le jaune c'est pour l'arrière-plan, le vert c'est pour l'avant-plan. Donc si je prends un background et un texte et que je connecte mon texte à la flèche jaune et mon texte à la flèche verte, je visualise ma merge et là on le voit bien, je vais avoir mon texte par-dessus mon background, tout simplement parce que le vert c'est pour l'avant-plan, donc mon texte il va s'afficher par-dessus le background. Et donc du coup, si j'inverse les entrées, pour ça j'appuie sur la merge et je fais CTRL-T. Là du coup on le voit, le texte il a pris la flèche jaune et le background il a pris la flèche verte. Donc du coup cette fois-ci c'est mon background qui va être par-dessus mon texte. Ok, écoutez,
Si vous comprenez en fait tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, notamment avec la couleur des flèches et tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent, vous allez déjà aller très loin, croyez-moi. Pour récapituler toutes les notions qu'on vient de voir, on va créer ensemble une petite animation pour voir justement concrètement comment ils se conservent de fusion et comment les nœuds ils interagissent entre eux. Pour ça, forcément, on vient prendre une composition fusion. Moi, pour ce projet, je suis en résolution horizontale HD classique sur un projet en 25 fps. Pour l'instant, on crée d'abord tous les assets et ensuite on passera à l'animation. Donc je vais aller du coup dans Fusion et je vais prendre un background. Donc pour ça, je vais aller dans ma barre d'outils, je sélectionne background, je le connecte au Media Out et je visualise bien le Media Out dans mon viewer. Là du coup ce background là dans l'inspecteur, je vais aller le mettre en gradient dans Type Color et je vais le mettre en radial. Ensuite, pour bien me guider, placer mes éléments au centre, etc., j'aime bien afficher les marges admissibles. Par défaut, normalement, si vous faites CTRL-G, vous allez pouvoir afficher ces marges, mais si ça marche pas pour vous, vous pouvez aller dans le viewer, vous faites clic droit et vous allez aller dans guide et faites attention à ce que vraiment tout ça ici là se soit coché et ensuite quand vous faites show guide, ça aussi vous allez l'activer. Normalement, si vous faites CTRL-G, ça devrait marcher. Donc ensuite, moi je vais aller placer du coup mon ellipse à peu près au centre comme ça et du coup je vais lui faire un petit dégradé. Donc au début je veux que ce soit blanc et après je vais lui rajouter un texte. Donc pour ça je vais aller dans ma barre d'outils, je vais aller chercher texte et je vais mettre statistique. Pas évident lui. Au niveau du shading, je vais le laisser en solide et je vais juste le mettre en gris un peu plus foncé. Et au niveau de la police, je vais le mettre en italique. Voilà, comme ça. Je viens juste diminuer la taille et le mettre à peu près ici. Ensuite, je vais prendre un background, je le connecte à la suite. Je vais venir le masquer avec un rectangle. Je lui donne une petite forme comme ça, et je viens le placer à peu près là. Et je viens le mettre en rouge un peu foncé, un peu, ouais, comme ça. Donc, je vais le mettre au centre comme ça. Et ensuite, je viens prendre un second background, hop. Et en fait, voilà, pour connecter vos nœuds, c'est pas compliqué. Vous prenez juste le carré, vous le connectez à l'autre carré juste avant et en fait voilà ça vous crée les merges automatiquement quand nécessaire et comme ça vous le voyez vos nœuds ils sont liés au reste de la composition. Ensuite je vais juste venir prendre ce petit rectangle et je vais le copier-coller donc CTRL C CTRL V et je vais juste le baisser un peu comme ça. Au niveau de la couleur cette fois-ci je vais mettre un truc un peu plus foncé, voilà. Ensuite je viens prendre encore un texte donc pour ça je vais juste copier-coller ce nœud, CTRL C CTRL V, hop je le connecte au reste. Je vais taper cette fois-ci abonné et je vais mettre en Roading Night. Alors moi c'est une police que j'ai installée, elle n'était pas par défaut sur mon ordi, vous la trouvez sur Google Font. Donc je vais mettre ça comme ça et ensuite je vais copier-coller ça encore une fois et je vais le mettre à la suite. Et cette fois-ci je vais juste mettre non abonné et je vais le placer plutôt là. Ensuite on a quasiment fini, je viens prendre un texte. Une fois de plus je copie le premier, je fais CTRL C CTRL V, je le connecte à la suite de ma composition, je viens taper 97%. J'aimerais bien que 97% de mon audience regarde mes vidéos, mais c'est pas le cas en fait. J'essaie de vous faire passer un message en même temps. Ensuite, je viens et au niveau du texte, dans la partie shading, je viens prendre la petite pipette et je le mets, que ce soit la même couleur que le rectangle, et je vais juste venir l'éclaircir un petit peu, comme ça. Et ensuite, je retourne dans le texte, l'ajuster un peu comme je veux. Je le mets au milieu, et ensuite je copie-colle ça encore une fois. Et cette fois-ci, je vais mettre 52%. Imaginons. Je le replace bien comme il faut. Et pareil, dans Shading, je prends la pipette, tac, et je viens juste l'éclaircir un petit peu. Ok, écoutez, là déjà, on a notre scène. Avant de passer aux animations, je vais juste refaire un petit topo avec vous pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe en fait. Donc, au début, on a commencé, on avait notre background blanc. On est bien d'accord. Et ensuite, vous le comprenez avec le principe de couche. On va avoir couche 1, 2, 3... etc., etc. Au début, je vais avoir mon background. Par-dessus, je vais avoir mon texte. Puisque le background, il a la flèche jaune et que le texte, il a la flèche verte, et le texte, il va apparaître au-dessus de mon background. Et ensuite, c'est pareil. Là, par exemple, je vais avoir mon premier rectangle qui est ici. Et juste après, je vais avoir le second rectangle ici. Et vu que, on se rappelle, l'élément le plus en bas a la priorité sur le reste, mon deuxième rectangle, il est en avant par rapport à ce qu'il y a derrière. Donc, il va venir se superposer par rapport au deuxième rectangle. Si je venais et que je prenais ce rectangle-là, donc pour ça, je sélectionne tout, j'appuie sur Shift, ça me permet de déconnecter très facilement un nœud, et ensuite je le prends, et de nouveau cette fois-ci, je rappuie sur Shift, et en fait, quand mes flèches, elles deviennent
jaune, bleu, je peux lâcher, en fait ça vient le connecter directement au reste de la composition. Là du coup vous le voyez, le rectangle il a disparu parce qu'il est passé derrière le premier rectangle. Puis ensuite du coup vous avez vos textes, pareil, qui apparaissent par-dessus les backgrounds et les rectangles parce qu'ils sont devant. Comprenez? Voilà en fait tout simplement les priorités sur DaVinci Resolve, c'est pas compliqué. Maintenant pour les animations, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc je vais aller dans ma merge au niveau de mon premier texte et je vais faire une petite apparition très basique. Donc pour ça je viens mettre des points clés sur le centre XY et aller 40 frames plus loin, je vais faire finir l'animation. Donc à 40 frames, ça va être les paramètres de fin. Et donc au début, je viens juste baisser un petit peu la valeur Y, le blend. Là. Bon, là le mouvement il est vraiment pas beau, donc c'est pour ça qu'on va venir ouvrir notre spline. Et là pareil, petit tips, quand vous allez ouvrir votre spline, allez dans les trois petits points ici et sélectionnez bien Show Only Selected Tool. Avec cette option là, en fait, il y a seulement les nœuds que vous avez sélectionnés qui vont apparaître dans le spline. Par exemple, là on voit que j'ai rien de sélectionné, donc le spline il est vide. Par contre, là où j'ai mis des points clés, si je vais sur ma merge, là du coup ils apparaissent. Et croyez-moi que ce petit tips, il va vraiment vous sauver la vie, genre. Donc ensuite, vous allez juste sélectionner toutes les petites cases ici. On clique sur cette icône pour zoomer. Spline, ensuite, CTRL A, j'appuie sur S. J'appuie sur T pour ouvrir le ease in, le ease out. J'en rajoute un petit peu. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on va venir animer les autres textes. Moi, pareil, j'ai envie de leur faire des animations d'apparition, mais j'ai pas envie de refaire tout le travail que je viens de faire jusqu'à présent, parce que ça sert à rien en fait. Donc je vais juste aller dans cette merge là, je viens faire copie, et au niveau de mes textes, donc abonnés et non abonnés, je vais aller dans les merges aussi, je viens faire clic droit, past settings pour les deux, et là du coup on le voit. Mes points clés, en fait, ils viennent d'être collés sur mes deux autres textes. Si jamais vous voulez rajouter du délai et pas que vos animations commencent en même temps, c'est tout à fait possible. Pour ça, vous allez aller dans la merge correspondante. Vous ouvrez votre spline, vous faites CTRL A et ensuite vous allez maintenir Alt ou Option et vous allez chercher le petit cadenas. Quand votre curseur il devient blanc, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez maintenant décaler vos points clés comme vous voulez. Et là, du coup, ça rajoute du délai et ça espace les animations. Moi, personnellement, j'ai envie que tout commence au début, donc je vais faire CTRL Z, mais au moins, vous savez comment faire. Ensuite, je viens venir animer mes rectangles. Donc pour ça, je viens dans le premier rectangle. Pareil, au début, je vais lui faire une animation. Donc je viens mettre des points clés sur le centre XY et l'opacité. Donc ici, level. Et pareil, 40 frames plus loin. Je remets des points clés. Pour retourner à 0, je peux juste directement appuyer sur les flèches ici. En fait, ça me permet de naviguer de point clé en point clé assez rapidement. Et du coup, je viens juste le baisser, comme ça. Et pareil pour l'opacité. Et ça me donne quelque chose comme ça. Pareil, le mouvement, il est dégueulasse. Donc, ce que je viens faire, c'est que, hop, je sélectionne tous mes points clés. Je fais CTRL A, j'appuie sur S. Je fais ease in, ease out, hop. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, je viens faire la même chose pour le deuxième rectangle. Donc, je viens juste faire copie et clic droit sur le second rectangle et je fais paste settings. Et là, ça a repris exactement les mêmes points clés, les mêmes données, tout pareil, ce qui fait que, voilà, il a un petit peu remonté. Bon, c'est pas bien grave, je vais juste aller dans la merge correspondante et je viens baisser un petit peu le centre Y. Et comme ça, ni vu ni connu. Là par contre j'ai envie d'ajouter un petit peu de délai, donc je vais aller dans le rectangle, je vais aller dans le spline et je fais, est-ce que vous êtes attentif? CTRL A, parfait. Ensuite Alt, voilà, là à la fin normalement c'est bon, vous êtes des pros des raccourcis clavier, hein. À 10 frames c'est bien, voilà, parfait. Et ensuite, je vais venir m'occuper du coup du 97% et du 52%. Alors, moi, en fait, j'ai envie que mes textes, ils apparaissent vraiment que dans la zone délimitée des rectangles. C'est-à-dire que, voilà, je veux pas ça. Je veux que mes textes, ils restent vraiment dans la zone du triangle. Donc, pour ça, je peux masquer aussi mes textes. Ce qui est bien, en fait, avec les nœuds, c'est que vous pouvez utiliser un même nœud à différents endroits en même temps. C'est là où c'est super intéressant d'utiliser les nœuds, justement. Donc, pour ça, je viens prendre, par exemple, le rectangle numéro 1, et lui, il est rattaché au 97% qui se trouve juste ici. Pour ça, je prends juste le petit carré, je le connecte à la flèche bleue, et là, du coup, on le voit. Vous le voyez. Mon texte, il va aussi être masqué et donc être représenté uniquement dans la zone du texte. Voilà. Par contre, là, si je viens faire la même chose avec ce rectangle-là au niveau du 52%, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, j'ai déplacé le centre XY dans la merge,
mais pas dans le masque. C'est pas bien grave, ce que je viens faire, c'est que je vais juste réinitialiser le centre XY de la merge. Donc pour ça, je viens double-cliquer sur le paramètre en question et ça le réinitialise. Et en fait, je viens juste à la suite de mon background rajouter un transform. Je vais baisser la taille et du coup, cette fois-ci, si je prends le transform et que je le masque avec le template, on le voit du coup, le texte il aura bien été masqué. Pourquoi? Et bah tout simplement parce que voilà, de base on avait notre rectangle ici et avec le transform on est venu et on l'a baissé en fait, on l'a abaissé, on l'a abaissé, tout simplement. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est juste rajouter un petit zoom pour histoire, voilà, de dire qu'il se passe quand même quelque chose. Donc à la suite, à la toute fin, je viens sélectionner la merge et je vais rajouter un transform. Donc à 0, je viens mettre des points clés et ensuite à la fin, pareil, j'augmente un petit peu la taille, pas trop fort non plus, mais quand même. Et là, du coup, ça peut commencer à bugger. Donc, ce que vous pouvez venir faire, c'est juste faire clic droit et désactiver la qualité supérieure et le flou de mouvement. Et là, normalement, ça devrait déjà refonctionner comme il faut. Donc là, c'est bien. On a une animation de base. Vous comprenez le principe des masques, les couches, etc. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de styliser un petit peu la scène parce que c'est un peu fade. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est rajouter des vignettes. Donc à la suite, je viens cliquer sur mon transform et une fois qu'il est rouge, je fais Shift espace et je vais taper vignette. Donc comme ça me connecte la vignette au reste de la composition. Je viens faire CTRL-C, CTRL-V puisque j'aime bien mettre plusieurs vignettes. Et ensuite, j'ai envie de rajouter un petit effet de gris, mais au niveau seulement de mon background blanc. Et donc c'est là aussi où il faut comprendre les priorités, c'est que je vais pas le mettre n'importe où. Le grid, si je viens et que je fais Shift espace grid, moi je veux juste que ça impacte vraiment seulement ce background là. Donc pour ça, c'est pas compliqué, je viens juste le prendre, j'appuie sur Shift, je réappuie sur Shift et donc voilà, il sera passé derrière. Il sera devant mon background ici. Par contre, il va pas impacter ce qui se passe devant. Il va agir par rapport à ce qu'il y a derrière lui. Vous comprenez? Et ensuite, je viens juste, du coup, diminuer un petit peu l'opacité. Lui aussi, je vais venir le masquer parce que j'ai pas envie que la grille, elle s'applique partout. Hop, je vais faire comme ça, comme ça. Je vais rajouter un peu de soft edge. Et là, du coup, vous venez de créer une animation sur Fusion. Waouh, incroyable! Avec cette vidéo, je t'ai vraiment donné les clés pour enfin comprendre Fusion et faire du motion design dessus. Comme je l'ai dit, je pense sincèrement qu'en 2026, faire du motion design, c'est plus une option, c'est devenu une compétence incontournable. C'est vraiment devenu un standard en fait dans le marché de la vidéo. Et donc maintenant, t'as tout pour te lancer. Mais attention, comprendre, c'est pas maîtriser. Si tu veux vraiment ancrer cette logique des nœuds, parce que voilà, ça reste quand même différent des couches, etc., il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. Et pratiquer seul, c'est long. Moi, j'ai mis 1 an et demi pour avoir le niveau que j'ai et faire du motion design à haut niveau. Tu peux faire pareil ou tu peux gagner 1 an et demi. Après des mois de travail et des nuits courtes, vraiment courtes, j'ai enfin terminé ma formation sur Fusion. C'est vraiment la roadmap que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé Fusion. En fait, si je l'avais eu dès le début, tout aurait été beaucoup plus simple, tout aurait été beaucoup plus rapide, vraiment. Donc si tu veux maîtriser le motion design cette année et vraiment tout péter dans ta niche et dans le montage vidéo, tu peux nous rejoindre, le lien est en description. En attendant, je vous dis quand même, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour la vidéo sur la 3D parce que c'est pas fini, il y a encore des choses à voir sur Fusion. Et écoutez, à plus!